Le cri de Nicole a traversé mon téléphone si fort qu'un homme à la porte s'est tourné pour me regarder. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Il était 6h11 la veille de Noël. Ma fille de 17 ans dormait contre mon épaule, portant encore le pull rouge qu'elle avait emporté pour les photos de famille auxquelles ma mère n'avait jamais eu l'intention de la laisser participer. Sur mon écran s'affichaient 38 appels manqués, 5 avis d'annulation de vol et un dernier message de ma sœur: où est Sadie? J'ai regardé à travers la baie vitrée du terminal les lumières de la piste qui brillaient sous la neige. Moins de 6 heures plus tôt, j'avais surpris ma mère disant à ma fille: Tu es assez grande pour rester seule à la maison. N'est-ce pas? Nous voulons que ce voyage soit réservé à la vraie famille. Alors, avant le lever du soleil, j'ai annulé chaque billet, chaque chambre et chaque transfert d'aéroport que j'avais payé. Puis j'ai laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine de ma mère et j'ai emmené ma fille à l'aéroport. La voix de ma mère a remplacé celle de Nicole: Audrey, écoute-moi. Est-ce que Sadie a ouvert la boîte 14? Ce fut le premier moment où j'ai compris qu'il ne paniquait pas pour des vacances gâchées. J'ai resserré mon bras autour de ma fille. Non, ai-je répondu, et elle ne se connectera pas non plus au salon funéraire à 9h. La ligne est devenue silencieuse. Ce n'était ni de la colère ni de la confusion, c'était de la peur. Puis Nicole a murmuré quelque chose que j'allais me repasser en boucle pendant des mois. Ce lot devait être clôturé. À ce moment-là, je pensais avoir seulement éloigné ma fille de personnes qui ne la considéraient pas comme faisant partie de la famille. J'ignorais que je venais de détruire leur alibi. Et je n'avais aucune idée qu'ils avaient autrefois utilisé le même plan contre mon père. Restez avec moi pour découvrir ce que ma mère avait réellement prévu pour Sadie. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur les trahisons silencieuses. Les secrets de famille enfouis et le moment où une mère dit enfin que c'en est trop. 3 mois plus tôt. J'avais cru qu'un voyage de Noël pourrait réparer ce que des années de dimanches ordinaires n'avaient pas réussi à faire. Sadie obtiendrait son diplôme d'études secondaires au printemps. Bientôt viendraient les candidatures universitaires, les chambres en résidence, les emplois à temps partiel et toutes ces petites distances qui s'installent lorsqu'un enfant commence à construire sa propre vie. Je voulais un bon souvenir avant que cela n'arrive. Pas un portrait de famille parfait ni une carte de vœux mise en scène. Juste 7 jours pendant lesquels ma fille n'aurait pas à se demander si elle avait sa place parmi nous. Le voyage devait se dérouler à San Diego. J'avais économisé pendant près de 2 ans et déboursé un peu moins de $20 000 pour 5 billets d'avion, 2 chambres d'hôtel, une suite pour ma mère et Léonard, et une navette aéroportuaire assez grande pour tous nos bagages. Les voyageurs devaient être ma mère Margaret, mon beau-père Léonard, ma demi-sœur Nicole, Sadie et moi. Je n'avais jamais révélé le coût de ce voyage. Je ne voulais pas que la gratitude se mesure en dollars. Je voulais qu'on prenne le petit déjeuner ensemble sans que personne ne scrute l'addition. Des photos où Sadie ne serait pas reléguée au bord du cadre. Et un Noël où ma mère regarderait ma fille de la même façon qu'elle regardait Nicole. Dans ma famille, j'avais toujours été celle qui faisait fonctionner les choses. Quand ma mère avait besoin de modifier une réservation, elle m'appelait. Quand Nicole oubliait une échéance, je m'en chargeais. Je réservais les restaurants, payais les acomptes, comparais les vols, confirmais le transporteur et prévoyais des plans de secours en cas de retard météorologique. Margaret appelait souvent Nicole, notre fille, avec une chaleur qui faisait ressembler ce mot à un titre de noblesse. Elle m'appelait Audrey, généralement quand il y avait un problème à régler. La différence était rarement assez éclatante pour provoquer une confrontation. Elle résidait dans des détails suffisamment petits pour que tout le monde les balaie d'un revers de main. Le couloir de la maison de Margaret contenait des années de photographies de la famille Whitmore. Mais Sadie n'apparaissait sur aucune d'elles. Il y avait des photos de Nicole à ses remises de diplôme, ses anniversaires, des dîners de bienfaisance et des événements d'entreprise. Même la photo des employés des services funéraires Whitmore incluait les stagiaires d'été.
À l'exception de Sadie. Cet été-là, Sadie y avait pourtant travaillé comme assistante temporaire aux archives. Elle scannait de vieux contrats, nommait des fichiers électroniques et organisait des lots de documents. Elle n'avait accès à aucun registre bancaire, aucun paiement ni aucun compte client. Son contrat s'était terminé en août, et elle avait été fière de chaque chèque de paie. Quand j'avais demandé un jour pourquoi elle ne figurait pas sur la photo du personnel, Margaret avait répondu que le photographe était arrivé après le départ de Sadie pour la journée. Sadie m'avait dit que cela n'avait pas d'importance. Elle disait cela trop souvent. Le 23 décembre. Nous nous sommes tous réunis chez Margaret car notre navette pour l'aéroport était prévue avant l'aube. Les valises encombraient l'entrée. Nicole avait emporté assez de vêtements pour un mois et se plaignait que la suite d'hôtel n'ait pas de deuxième balcon. Léonard vérifiait la météo toutes les 20 minutes. Margaret circulait dans les pièces avec un porte-bloc, souriant comme si elle avait tout organisé elle-même. Sadie portait le pull rouge qu'elle avait acheté pour les photos de famille. Elle avait passé une heure à emballer de petits cadeaux pour chacun. Même si Nicole nous avait dit de ne pas apporter de présents parce que le voyage coûtait déjà cher. Ma fille était enthousiaste, mais au fil de la soirée, elle est devenue plus silencieuse. J'ai pensé qu'elle était nerveuse à l'idée de prendre l'avion ou inquiète d'avoir oublié quelque chose. Après le dîner, Nicole s'est appuyée contre l'îlot de la cuisine et a demandé, « Sadie, te souviens-tu encore de ton mot de passe pour les archives ?» Sadie a levé les yeux de sa tasse, « Mon compte a expiré à la fin de mon emploi d'été. Je l'ai réactivé. » A dit Nicole. Il y a une petite chose que tu pourras terminer après les fêtes. J'ai arrêté de plier les itinéraires imprimés. Pourquoi devrait-elle travailler après les vacances? Nicole a fait un geste de la main, ce n'est rien. Juste du nettoyage avant la fin de l'année. 10 minutes tout au plus. Puis elle a interrogé Léonard au sujet du stationnement à l'aéroport. Et la conversation a dévié avant que je ne puisse poser d'autres questions. Sadie fixait son chocolat chaud. Quand j'ai croisé son regard, elle a souri trop vite et a dit qu'elle était fatiguée. À 23 heures, tout le monde était monté se coucher. Sadie et moi partagions la chambre d'amis. Sa valise était ouverte à côté de la mienne, mais elle avait cessé de la vérifier. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu qu'elle pensait seulement au cours, puis s'est tournée vers le mur. Quelque temps après minuit. Je me suis réveillé avec la gorge sèche et je suis descendu chercher de l'eau. Les lumières de la cuisine étaient éteintes. Mais un mince filet de lumière filtrait sous la porte de la buanderie. J'ai entendu ma mère parler avec cette voix douce qu'elle employait lorsqu'elle avait déjà décidé de ce que quelqu'un d'autre allait faire. Tu es assez grande pour rester seule à la maison, n'est-ce pas? Je me suis figé dans le couloir sombre. Sadie n'a pas répondu assez fort pour que je l'entende. Ma mère a poursuivi, nous voulons que ce voyage soit réservé à la vraie famille. Tu comprends. Léonard a hâte de réunir sa famille. Mes doigts se sont crispés autour du verre vide. Ne contrarie pas ta mère, a dit Margaret. Elle a dépensé trop d'argent pour annuler maintenant. Pendant une seconde de stupeur, je suis resté incapable de bouger. Ma mère n'était pas seulement en train d'exclure ma fille. Elle utilisait mon propre argent comme verrou sur la porte. Comptant sur le coût du voyage pour me maintenir docile après coup. Puis Margaret a baissé la voix, demain matin. Tu feras le petit travail que Nicole t'a laissé. Comme ça. Personne ne pourra dire que nous t'avons abandonné. Je suis resté devant cette porte. Comprenant que laisser Sadie derrière n'était pas seulement une question d'appartenance familiale. Je n'ai pas ouvert la porte de la buanderie. Tous mes instincts me poussaient à entrer. À prendre Sadie par la main et à exiger de ma mère qu'elle répète ces mots en me regardant dans les yeux. Mais si Margaret savait que je l'avais entendu, elle commencerait à se justifier avant même que je comprenne ce qu'elle cachait d'autre. Elle adoucirait sa voix.
déformerait le sens de ses propos et culpabiliserait Sadie pour avoir provoqué un malentendu. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai posé le verre vide sur la table de chevet. Mes mains tremblaient, alors je les ai glissées sous la couverture en attendant. Quelques minutes plus tard, Sadie est entrée sans allumer le plafonnier. Elle a refermé la porte sans bruit et s'est tenue près de sa valise. Le pull rouge qu'elle avait choisi pour les photos était plié sur le dessus. Elle l'a soulevé, l'a tenu un instant, puis l'a replacé dans la commode. Je l'ai regardé ranger une robe. Son maillot de bain et les nouvelles sandales que nous avions achetées pour le voyage. Elle essayait de défaire sa valise sans faire assez de bruit pour me réveiller. Sadie. Ai-je dit doucement. Ses épaules se sont raidies. Elle s'est tournée vers moi avec une expression déjà prête à me rassurer. Je pensais que tu dormais. Je me suis réveillé pour boire un peu d'eau. Elle a hoché la tête en baissant les yeux sur la robe dans ses mains. J'ai décidé que je n'en avais pas vraiment besoin. Je me suis assise sans lui demander si Margaret l'avait exclue. Je ne voulais pas forcer Sadie à défendre qui que ce soit ni à répéter des mots qu'elle n'était pas prête à prononcer. Viens t'asseoir avec moi. Elle a plié la robe une deuxième fois, bien qu'elle le fût déjà. Puis s'est assise sur le bord du lit. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Est-ce que grand-mère t'a demandé de rester ici demain? Ai-je demandé. Le visage de Sadie a changé. Son sourire précautionneux a disparu et elle a serré les lèvres. Comme si elle retenait la vérité depuis un moment. S'il te plaît, n'annule pas le voyage, a-t-elle dit. Ils vont dire que j'ai gâché Noël. Ces mots m'ont fait plus de mal que ceux de ma mère. Sadie ne se demandait pas si elle méritait de partir. Elle se préparait déjà à endosser la responsabilité d'avoir été laissée pour compte. Tu n'as rien gâché du tout. Grand-mère a dit que tu as travaillé trop dur pour perdre cet argent. Elle a dit que tout le monde attendait ça depuis des mois. Toi aussi. Sadie a regardé sa valise à moitié vide. C'est bon. J'ai 17 ans. Je peux rester seule quelques jours. Quelques jours? Elle a dit que Léonard voulait passer du temps avec sa famille avant que le travail ne reprenne d'eux. Plus belle au salon funéraire. Je ne veux pas créer de malaise. Je me suis approché, mais j'ai résisté à l'envie de lui avouer que j'avais tout entendu. Je voulais qu'elle parle sans avoir l'impression de confirmer une accusation. Que t'a-t-elle demandé de faire exactement? Sadie a frotté son pouce le long de la couture de la couverture. Elle a dit que je pouvais rester ici. Qu'il y a de la nourriture au congélateur et qu'elle a laissé de l'argent liquide dans le tiroir de la cuisine. Demain matin, je suis censé aller au salon funéraire pendant quelques minutes. Demain. C'est la veille de Noël. Je sais. Nicole a dit que c'est juste un lot d'archives qu'ils doivent finaliser avant la fin de l'année. Quel genre de lot d'archives? Je ne sais pas. Elle a dit que tout serait déjà prêt. Je n'ai qu'à scanner les documents et clôturer le lot. Sadie a glissé hors du lit et s'est dirigée vers son manteau posé sur une chaise. D'une poche, elle a sorti une carte en plastique blanc attachée à un cordon bleu. Le recto affichait le logo des services funéraires Whitmore. La photo scolaire de Sadie et le titre « Assistante archiviste temporaire ». Son badge de cet été avait été vert. Je m'en souvenais parce qu'elle l'avait porté fièrement durant sa première semaine de travail. Celui-ci était neuf. Quand as-tu reçu cela? Grand-mère me l'a donné ce soir. J'ai retourné la carte. Une petite étiquette imprimée indiquait sa période de validité, du 24 au 26 décembre. Le badge n'avait pas été réactivé pour la fin de l'année. Il avait été créé pour les jours exacts où le reste de la famille prévoyait d'être en Californie. Sadie a sorti 3 autres objets de son manteau. Le premier était une clé en laiton marqué « Entrée arrière du personnel ».
Le deuxième était une enveloppe scellée portant son prénom écrit de la main de Nicole. Le troisième était une feuille de papier pliée. Grand-mère m'a dit de ne rien perdre de tout ça. Elle m'a dit que la clé me permettrait d'entrer. Si les portes d'entrée étaient verrouillées. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un identifiant et un mot de passe temporaire. L'identifiant n'était pas celui que Sadie utilisait cet été-là. Il indiquait « Sparké Archive 2 ». Nicole a-t-elle expliqué pourquoi elle avait créé un autre compte? Elle a dit que l'ancien ne pouvait pas être restauré. J'ai déplié la feuille d'instruction. Les étapes étaient tapées dans une police simple, avec plusieurs lignes surlignées en jaune. Arrivé avant 8 heures. Entrez par la porte arrière du personnel. Utilisez le scanner 3 dans la salle des archives au sous-sol. Téléchargez tous les documents de la boîte 14. Sélectionnez. Finalisez le lot d'archives. Ne pas appeler sauf si l'écran devient rouge. Pourquoi cela doit-il se faire exactement à 9 heures du matin? Ai-je demandé. Sadie a secoué la tête. Nicole a dit que le système devait clôturer le lot avant la fin de l'année. J'ai demandé pourquoi. Je ne pouvais pas le faire la semaine prochaine. Mais elle a affirmé que l'échéance était automatique. Il reste 7 jours dans l'année. Je sais. As-tu déjà finalisé des lots pendant l'été? Parfois, mais seulement des lots d'archives ordinaires. Je scannais les fichiers. Vérifiais le nombre de pages et cliquais sur Terminer. Est-ce que cela débloquait quelque chose? Son front s'est plissé, que veux-tu dire? Est-ce que cela envoyait les fichiers quelque part? Modifier un compte ou approuver quoi que ce soit? Non. Du moins je ne pense pas. J'ai regardé à nouveau le badge temporaire. Le nouveau compte est la clé d'un bâtiment verrouillé dans lequel Sadie avait reçu l'ordre d'entrée. Seule la veille de Noël. Pour utiliser un scanner spécifique et effectuer une procédure à une heure précise. Rien de tout cela ne correspondait au rangement anodin que Nicole avait décrit dans la cuisine. Où est la boîte 14 en ce moment? Sadie a désigné la porte. Sous le comptoir de la buanderie. Grand-mère a dit que Nicole l'avait laissée là pour que je puisse l'emporter le matin. J'ai dit à Sadie de rester dans la chambre pendant que je descendais. Elle m'a attrapé le poignet avant que je ne puisse partir. « Maman, s'il te plaît. Ne confronte pas grand-mère. » Je ne vais confronter personne. Elle va dire que j'ai mal compris. Je te crois. La prise de Sadie s'est desserrée. Un soulagement a traversé son visage, mais il a été presque immédiatement suivi par la peur. Elle s'était attendue à être mise en doute avant d'être crue. La buanderie était vide quand je suis revenu. Sous le comptoir reposait une boîte d'archives grise fermée par 2 sangles en plastique. Boîte 14 était inscrit sur le couvercle au feutre noir. Je n'ai pas coupé les sangles ni soulevé le couvercle. Un interstice étroit sur un côté laissait entrevoir le haut de plusieurs dossiers. Je me suis accroupi et me suis éclairé avec mon téléphone sans toucher au contenu. Les onglets visibles portaient des noms que je reconnaissais à Cedar Ridge, Harold Benson, June Wallace, Martin et Elise Harlan. Tous avaient été clients des services funéraires Whitmore. Au moins 2 d'entre eux étaient décédés des années auparavant. J'ai photographié la boîte sous tous les angles, puis je suis remonté avec le badge, la clé, l'enveloppe et la feuille d'instruction. J'ai pris des photos nettes de chaque élément et les ai téléversées sur mon compte cloud privé. Ensuite, j'ai transmis les images à Claire Benson, une ancienne amie d'université qui exerçait comme avocate spécialisée dans la protection des consommateurs. Mon message ne contenait que 6 mots, « Appelle-moi à ton réveil. Urgent. » Le téléphone de Sadie a vibré sur le matelas. Un message de Nicole est apparu à l'écran, « Ne sois pas en retard demain. » Avant que Sadie ne puisse répondre, un autre message est arrivé.
Et n'ouvre pas la boîte avant 9 heures. J'ai photographié les 2 messages et dit à Sadie de ne pas répondre. Je n'ai pas essayé le mot de passe temporaire et je n'ai pas cherché les noms des clients sur Internet. Quoique Nicole et Margaret aient manigancé. Je ne leur donnerai aucun moyen d'affirmer que Sadie ou moi avions accédé à quoi que ce soit d'eux. Manière inappropriée. Qu'est-ce qu'on va faire? A demandé Sadie. J'ai regardé ses vêtements déballés. Puis le pull rouge qu'elle avait rangé parce que ma mère l'avait convaincue qu'elle n'avait pas ça. Place sur les photos. D'abord, je te sors de cette maison, ai-je répondu. Ensuite, nous découvrirons pourquoi ils avaient besoin de toi dans ce bâtiment. J'ai lu la feuille d'instruction une dernière fois. En bas, sous les étapes que j'avais déjà vues, se trouvait une phrase imprimée en lettres capitales. Clôturer le lot 14 à 9 heures précises. Ne pas quitter le bâtiment avant que le déblocage ne soit confirmé. J'ai lu la consigne finale à 3 reprises. Quoique, déblocage, pût signifier, cela ne ressemblait en rien à un archivage ordinaire. Et cela ne relevait certainement pas des attributions d'une adolescente de 17 ans dont le contrat avait pris fin 4 mois plus tôt. L'horloge sur la table de nuit indiquait 3 heures du matin. J'ai appelé Claire Benson. Elle a répondu à la 5e sonnerie avec la voix rauque de quelqu'un tiré d'un sommeil profond. Audrey? Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai raconté que ce que je savais, ma mère avait exclu Sadie du voyage. Nicole avait réactivé un compte professionnel. Délivré un nouveau badge valable 3 jours et ordonné à Sadie d'entrer dans un salon funéraire. Verrouillé le matin de Noël pour traiter la boîte 14 à 9 heures précises. J'ai envoyé les photographies à Claire pendant que nous parlions. Sa voix a changé dès qu'elle a vu la feuille d'instruction. N'ouvrez pas cette boîte. N'utilisez ni l'identifiant ni le mot de passe. Ne testez pas le badge. Et n'effacez rien de ce que Nicole a envoyé. J'ai déjà tout pris en photo. Bien. Garde les messages originaux sur le téléphone de Sadie. Envoie-moi des captures d'écran. Mais ne réponds pas. Je télécharge les copies maintenant. J'ai regardé à travers la pièce. Sadie était assise sur le lit, les 2 mains serrées autour de ses genoux, guettant sur mon visage le moindre signe qu'elle avait fait quelque chose de mal. Claire? Est-ce que je réagis de manière excessive? Tu as entendu ta mère dire à ta fille qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Cela seul suffit pour la sortir de cette maison. Le reste signifie que tu devrais le faire avant que quiconque ne sache que tu es réveillé. Claire ne pouvait pas me dire ce que contenait la boîte 14 et refusait de faire des suppositions. Elle a précisé que le mot « déblocage » pouvait être anodin, mais que le calendrier, les identifiants temporaires et l'insistance pour que Sadie travaille seule étaient des éléments suffisamment graves pour être conservés. Elle m'a demandé de lui faire suivre chaque confirmation prouvant que j'avais réservé le voyage moi-même. C'est à cet instant que j'ai compris ce que je devais faire. Les 5 billets d'avion avaient été achetés par mon compte et débités sur ma carte. La réservation d'hôtel était également à mon nom. J'avais réservé 2 chambres standards et une suite parce que Margaret s'était plainte que Léonard avait besoin de plus d'espace. J'avais réservé un van privé pour que personne n'ait à transporter ses bagages dans la neige. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton d'annulation. Ces $20 000 représentaient 2 années passées à me priver de tout. Des week-ends sans sortie, une vieille voiture, des déjeuners préparés avant l'aube et des heures supplémentaires assumées lorsqu'un responsable partait en congé. Même avec l'assurance voyage, je perdrais une partie de la somme et recevrais une grande partie du reste sous forme d'avoir, plutôt que de liquidité. Pendant un instant, j'ai réentendu la voix de Margaret disant à Sadie de ne pas me contrarier parce que j'avais trop dépensé pour annuler. Elle avait calculé mon sacrifice et en avait déduit qu'il me rendrait docile. J'ai annulé les 5 billets.
La confirmation est apparue à l'écran, suivie du montant exact que j'avais perdu. J'ai eu la nausée, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai annulé les 2 chambres d'hôtel, la suite et le transport pour l'aéroport. Chaque annulation générait un nouveau courriel. Chacun d'eux refermant une porte que ma famille supposait que je paierais pour garder ouverte. Ensuite, j'ai cherché 2 places sur une autre compagnie. Un vol pour San Diego partait plus tôt que notre vol initial. Le tarif était plus élevé, les sièges étaient vers l'arrière et nous aurions une escale. Mais je l'ai réservé avant de pouvoir changer d'avis. Sadie a regardé les nouvelles cartes d'embarquement sur mon téléphone. Tu as annulé leur billet? J'ai annulé le voyage que j'avais payé. Ils vont m'en vouloir. Je n'annule pas à cause de toi. Je me suis assise à côté d'elle et me suis assuré qu'elle me regardait dans les yeux. J'annule parce que personne n'a le droit d'utiliser mon argent pour te laisser pour compte. Ses yeux se sont embués. Mais elle n'a pas pleuré. Et si ce truc au salon funéraire n'était vraiment que de la paperasse? Dans ce cas, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et si grand-mère ne nous reparlait plus jamais? La question n'avait rien de théâtral, Sadie l'a posée calmement. Comme si elle calculait le prix à payer pour être protégée. J'espère qu'elle fera un meilleur choix. Ai-je répondu. Mais je ne te laisserai pas ici pour qu'il lui soit plus facile de m'aimer. Nous n'avons emporté que ce que nous pouvions porter. J'ai laissé les grandes valises fermées. Car ouvrir des portes et traîner des bagages dans la maison risquait de réveiller quelqu'un. Sadie a remis son pull rouge. J'ai déposé le badge, la clé, l'enveloppe du mot de passe et la feuille d'instruction ensemble sur le bureau de la chambre d'amis, après les avoir photographiés à nouveau. La boîte 14 est restée scellée sous le comptoir de la buanderie. Avant de partir, je me suis tenu dans la cuisine de Margaret et j'ai écrit une lettre au dos de l'itinéraire imprimé, que j'avais mis des semaines à peaufiner. Sadie ne restera pas ici. Elle n'ouvrira pas la boîte 14. N'utilisera pas le compte créé à son nom et n'entrera pas dans le salon funéraire à 9 heures. J'ai photographié tout ce que vous lui avez donné. Et des copies se trouvent désormais en dehors de cette famille. Chaque billet, chambre et transfert d'aéroport que j'ai payé a été annulé. Vous avez dit que ce voyage était réservé à la vraie famille. J'ai enfin compris ce que cela voulait dire. J'ai laissé la lettre au centre du comptoir, à l'endroit où Margaret gardait son porte-bloc. La maison était silencieuse lorsque nous sommes sortis. La neige avait recouvert l'allée d'une fine couche blanche. Et nos pas furent les premières empreintes à la marquer. Sadie s'est retournée une fois avant de monter dans la voiture. Pas moi. Nous sommes arrivés à Minneapolis-Saint Paul alors que le ciel était encore noir. Au contrôle de sécurité, Sadie continuait de vérifier son téléphone même si personne n'avait encore appelé. Je savais que ce silence prendrait fin dès que Margaret entrerait dans la cuisine. Cela s'est produit à 5h47. Mon téléphone a vibré alors que nous marchions vers la porte C12. Margaret a appelé la première, puis Léonard, puis Nicole. J'ai laissé chaque appel basculer sur la messagerie vocale. Les messages arrivaient si vite que l'écran s'arrêtait à peine de défiler. Nicole a écrit que la compagnie aérienne s'était trompée. Léonard a demandé les nouveaux numéros de confirmation. Margaret m'a ordonné de répondre immédiatement. Aucun d'entre eux n'a demandé si Sadie allait bien. À 6h30. Nicole a envoyé un message en majuscule, au accent grave et Sadie. Au moment où nous nous sommes assises à la porte d'embarquement, j'avais 38 appels manqués. Sadie s'est appuyée contre mon épaule, épuisée. J'ai mis le téléphone en sourdine. Mais j'ai continué à enregistrer chaque message vocal dans un dossier distinct, comme Claire me l'avait demandé. Nicole a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Son cri a été si puissant qu'un homme de l'autre côté de l'allée a levé les yeux de son café. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille?
J'ai baissé le volume et gardé une voix posée. Tu as dit à ma fille qu'elle ne faisait pas partie de cette famille. Ce n'est pas ce que maman voulait dire. Nous pourrons en discuter plus tard. Envoie-moi les informations de vol tout de suite. Les réservations sont annulées. Tu n'avais pas le droit. C'est moi qui les ai payées. Nicole s'est mise à parler plus fort que moi, m'accusant d'humilier Léonard et de faire perdre son temps à tout le monde. Derrière elle, j'ai entendu Margaret exiger le combiné. Quand ma mère a pris la ligne, elle n'a posé aucune question sur les billets, l'hôtel ou l'argent. Audrey. Écoute-moi. Est-ce que Sadie a ouvert la boîte 14? Non. Et toi? Non plus. Sa respiration a changé. Où est-elle? Là où vous l'avez laissée. Nicole a dit quelque chose à voix trop basse pour que je l'entende. Margaret a couvert l'écouteur, mais pas complètement. Leurs voix sont devenues vives et pressées. Puis le murmure de Nicole est parvenu distinctement, ce lot devait être clôturé à 9 heures. J'ai baissé les yeux vers Sadie. Ses yeux étaient grands ouverts désormais. Que se passe-t-il à 9 heures, ai-je demandé. Aucune des deux n'a répondu. Margaret a repris le dessus la première. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'immisces. Ramène Sadie avant que la situation ne s'aggrave. La menace dans sa voix était enveloppée du même calme qu'elle avait affiché dans la buanderie. J'ai ressenti le vieux réflexe de me justifier, de la convaincre que j'étais raisonnable. Mais il n'y avait plus rien à discuter. Ne contactez pas Sadie directement. Ai-je dit. Claire Benson possède des copies de tout. J'ai raccroché et sauvegardé l'enregistrement. Pendant plusieurs minutes, je me suis demandé si je n'avais pas agi trop vite. Peut-être que le mot « déblocage » désignait de simples pages archivées. Peut-être que les consignes strictes provenaient d'un système informatique obsolète. Peut-être avais-je détruit Noël à cause de la cruauté de ma mère et d'une procédure administrative que je ne comprenais pas. Le téléphone de Sadie a sonné. Elle a ouvert la notification et me l'a tendu sans dire un mot. Le message avait été envoyé automatiquement par le système des services funéraires Whitmore sur le compte de travail temporaire que Nicole avait créé. L'objet indiquait « Échec du processus système ». En dessous figuraient les mots qui ont balayé le moindre doute qui me restait. Échec de la clôture du lot 14. Déblocage des remboursements de contrats obsèques suspendus. Je n'avais pas seulement annulé des vacances. Une fois à bord, le bruit s'est arrêté. Pour la première fois depuis notre départ de chez ma mère, personne ne pouvait nous joindre. Les lumières de la cabine se sont tamisées. Les réacteurs ont grondé sous nos pieds et Minneapolis a disparu sous une couche de nuages. Mon téléphone était en mode avion, mais l'écran conservait les preuves de la matinée. Appels manqués, messages vocaux enregistrés. Avis d'annulation et le message automatisé des services funéraires Whitmore. Sadie était assise à côté de moi, les mains glissées sous ses cuisses. Elle avait lu le message plusieurs fois, mais n'avait pas demandé ce qu'il signifiait. Je soupçonnais qu'elle craignait que la réponse ne fasse retomber toute la faute sur elle. J'ai posé le téléphone face cachée. Tu n'as rien débloqué. Mais j'étais censé le faire. Tu étais censé suivre des instructions dont tu n'avais aucune raison de douter. Elle a regardé vers le hublot, quelqu'un va-t-il me croire? Je voulais lui promettre que oui. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. Nous allons nous assurer qu'il dispose de bien plus que notre simple parole. Le vol m'a laissé trop de temps pour réfléchir. Je revenais sans cesse aux mêmes détails, le badge de 3 jours, l'heure exacte. Le bâtiment fermé à clé et la panique de Nicole quand le processus avait échoué. Rien de tout cela ne semblait accidentel.
Mais je ne comprenais toujours pas ce qu'était un remboursement de contrat obsèques. Ni pourquoi un salon funéraire aurait besoin que Sadie en débloque un la veille de Noël. Quand nous avons atterri à San Diego, le soleil de l'après-midi jurait avec la peur glaciale que j'avais transportée depuis le Minnesota. Des familles circulaient dans le terminal en tenue de vacances. Des enfants traînaient des peluches derrière eux. Tandis que Sadie et moi nous tenions près de la zone de retrait des bagages avec seulement 2 sacs de cabine. Sans savoir si nous passerions la nuit à l'hôtel ou si nous ferions demi-tour pour rentrer chez nous. Claire a appelé avant que je ne puisse la joindre. J'ai parlé à quelqu'un au niveau de l'État. A-t-elle dit. Les contrats obsèques sont des prestations funéraires que les clients paient à l'avance. L'argent est censé être sanctuarisé jusqu'à ce que les services soient rendus ou que le contrat soit légalement annulé. Donc une autorisation de remboursement renvoie l'argent au client lors d'une annulation légitime? Oui, mais cela ne devrait pas être traité par une assistante archiviste temporaire. Et cela ne devrait pas obliger une jeune fille de 17 ans à entrer seule dans un bâtiment fermé. Claire avait transmis les informations à Dana Walsh, une inspectrice de la conformité chargée de surveiller les fonds de prévoyance obsèques. Elle m'a prévenu que Dana ne porterait pas d'accusation sur la base de simples photographies et de messages vocaux, elle poserait des questions précises. Vérifierait le système et déterminerait s'il y avait matière à intervenir avant 9 h au Minnesota. Dana a appelé 11 minutes plus tard. Sa voix était calme et précise. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un crime a été commis. A-t-elle commencé? J'essaie de déterminer si des fonds sont en danger et si les identifiants d'une mineure sont utilisés en dehors de leur cadre autorisé. Elle m'a demandé de lui envoyer la feuille d'instruction, les messages de Nicole, le courriel d'échec automatique et la preuve de la date de fin du contrat d'été de Sadie. Elle voulait également savoir exactement ce que Sadie avait été autorisée à faire durant son emploi. Sadie a répondu elle-même à la plupart des questions. Durant l'été, elle avait numérisé des contrats papier, vérifié le nombre de pages et attribué des noms de fichiers à partir d'une liste fournie par Nicole. Son compte lui permettait de téléverser des documents et de marquer un dossier d'archives comme complet. Il ne lui avait jamais permis d'approuver des paiements, de modifier les soldes des clients ou de débloquer de l'argent. Dana a demandé si quelque chose d'inhabituel s'était produit pendant ces mois-là. Sadie a hésité. Je ne sais pas ce qui compte comme inhabituel. Tout ce que Nicole vous a dit de ne pas remettre en question, a précisé Dana. Sadie m'a regardé avant de continuer. Elle se souvenait de formulaires d'annulation comportant des lignes de signature vierges. Nicole lui donnait parfois une page signée à part et lui disait de la joindre à un autre document, avant de le scanner. À plusieurs reprises. Sadie avait reçu pour consigne de renommer un nouveau fichier afin qu'il corresponde au numéro d'un contrat plus ancien déjà présent dans les archives. J'ai demandé si cela remplaçait le premier fichier. Sadie a répondu, Nicole m'a dit que l'ancien était erroné et de ne pas m'en faire. As-tu lu ces formulaires? Pas vraiment. A-t-elle dit. C'était de la paperasse pour des gens qui étaient déjà morts. Cette phrase m'a noué l'estomac. Je me suis souvenu des noms visibles à travers l'interstice de la boîte 14. Harold Benson était mort 6 ans plus tôt. Les obsèques de June Wallace avaient eu lieu au service funéraire Whitmore alors que Sadie était encore au collège. Martin et Elise Harlan étaient tous deux décédés avant la pandémie. J'ai donné à Dana les noms dont je me souvenais. Elle n'a pas réagi au-delà de me demander de les épeler. Puis elle a dit qu'elle contacterait la banque du salon funéraire et le fournisseur du logiciel par l'intermédiaire du pouvoir d'inspection de l'État. Elle pouvait demander un gel temporaire sur les mouvements de remboursement inhabituels tout en vérifiant si les contrats avaient été légalement annulés. Que se passe-t-il si tout cela n'est rien? Ai-je demandé. Alors le gel est levé après examen.
Pour l'instant, ne contactez aucun client. N'accédez pas au système du salon funéraire et ne publiez aucune allégation. J'ai accepté. Une partie de moi voulait appeler chaque famille dont j'avais vu le nom pour les avertir. Mais Claire a appuyé la consigne de Dana, si les documents étaient légitimes. Des accusations publiques pourraient causer un préjudice inutile, s'ils étaient frauduleux. Alerter la mauvaise personne risquait de faire disparaître des preuves. Nous nous sommes installés dans un petit hôtel près de l'aéroport plutôt que dans le complexe que j'avais initialement réservé. Sadie était assise sur un lit pendant que j'ouvrais mon ordinateur portable sur le bureau. Elle avait l'air épuisée, mais chaque fois que son téléphone vibrait, ses épaules se crispaient. À 14h18, heure de Californie, Dana a rappelé. La banque venait de geler temporairement 27 demandes de remboursement liées au service funéraire Whitmore. Ensemble, elles s'élevaient à 347 600 $. Je me suis agrippé au bord du bureau, étaient-elles toutes dans la boîte 14? Le lot numérique associé à l'avis d'échec contient 27 demandes. Je ne peux pas encore confirmer le contenu physique de la boîte. Elle a expliqué ce que montraient les registres préliminaires. Le compte réactivé de Sadie avait été désigné comme l'utilisateur important les documents. La veille au soir, à 23h32. Une personne disposant d'une autorité administrative avait élargi les autorisations de ce compte. Le badge temporaire de Sadie devait être la seule carte d'accès active pour l'étage des archivaux. Sous-sol entre 8h30 et 10h le matin de Noël. La caméra de sécurité couvrant cet étage avait également été programmée en mode maintenance pour cette même période. J'ai regardé ma fille. Son visage était devenu livide. Si j'étais entré là-bas, a-t-elle dit? Tout aurait indiqué que c'était moi. Dana l'a reprise avec précaution. Cela aurait montré que vos identifiants et votre badge avaient été utilisés. Cela ne prouve pas que vous ayez créé les documents ou eu l'intention de débloquer des fonds. Mais ils auraient dit que c'était moi. Aucune de nous n'a répondu. Car nous comprenions toute cette évidence. Les appels de ma famille ont continué. Léonard a laissé des messages me demandant d'arrêter d'embarrasser Margaret. Ma mère n'a rien dit sur la boîte 14. Affirmant seulement que j'étais devenu cruel et irrationnel. Nicole a appelé depuis un autre numéro après que j'ai bloqué le sien. J'ai répondu parce que Claire m'avait dit de conserver les communications directes. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a dit Nicole. 42 personnes dépendent de ce salon funéraire. 42 familles pourraient perdre leurs revenus parce que tu as entendu une phrase et décidé de punir tout le monde. Tu as réactivé le compte de Sadie. C'était pour le rangement de fin d'année. Tu lui as donné accès à un bâtiment fermé et tu lui as dit de valider des remboursements. Je lui ai dit de clôturer un lot d'archives. Tu déformes les mots parce que tu veux faire souffrir maman. Nicole parlait vite, mais sous la colère, j'entendais la panique. Elle n'a jamais demandé si Sadie allait bien. Elle a demandé ce que j'avais envoyé à Claire. Si j'avais photographié la boîte et si Dana avait contacté la banque. Dès cet instant, Nicole m'est apparue moins comme ma jeune sœur gâtée que comme la personne qui avait conçu le piège. Après cet appel, j'ai demandé à Sadie si Nicole lui avait déjà parlé des frais universitaires. Sadie m'a raconté que Nicole lui avait demandé combien d'argent elle espérait économiser avant l'obtention de son diplôme et si je pourrais payer ses frais de scolarité sans contracter d'emprunt. À l'époque, Sadie avait pensé que sa tante s'intéressait sincèrement à son avenir. Avant que je ne puisse analyser ce que cela signifiait, Dana nous a envoyé par courriel, à Claire et à moi, un schéma préliminaire des transactions. Les 27 remboursements n'étaient pas programmés pour retourner directement au titulaire des contrats. Ils transitaient par plusieurs comptes temporaires avant d'atteindre un compte commercial central. Dana a appelé quelques instants plus tard. Je dois vous interroger sur le nom de l'entité bénéficiaire.
J'ai ouvert la pièce jointe. Au centre du diagramme figurait une société dont je n'avais jamais entendu parler. Parker Family Consulting LLC. Dana est restée silencieuse assez longtemps pour que je le lise 2 fois, puis elle a demandé. Thomas Parker était-il votre père? L'entreprise avait été ouverte avec son nom et son numéro d'identification fiscale près de 20 ans. Plus tôt. J'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que Thomas Parker était la raison pour laquelle ma famille avait appris à se méfier du nom Parker. Ma mère racontait cette histoire si souvent qu'elle avait cessé de ressembler à une accusation pour devenir l'histoire officielle de la famille. Thomas s'était occupé des registres financiers des services funéraires Whitmore. De l'argent avait disparu des comptes de prévoyance obsèques, quand les questions avaient commencé. Il avait rejeté la faute sur le système. Humilié Margaret devant toute la communauté et quitté Cedar Ridge plutôt que d'assumer ses responsabilités. Selon elle, il avait préféré son orgueil à sa propre fille. J'avais 22 ans lorsque l'enquête était devenue publique. Assez âgé pour comprendre des termes comme détournement de fonds et faute professionnelle. Mais encore assez jeune pour croire que le parent qui restait était forcément le parent honnête. Margaret s'était assise à côté de moi à la table de la cuisine et m'avait expliqué que Thomas avait détruit sa propre vie. Elle avait affirmé avoir tenté de me protéger du pire. Je n'avais pas demandé à voir les dossiers. Je ne l'avais pas appelé. À la place, j'avais bâti toute mon existence pour prouver que je ne lui ressemblais en rien. Je payais chaque facture avant l'échéance. J'évitais d'emprunter de l'argent, même quand cela m'aurait facilité la vie. Je gardais les reçus. Équilibrais les comptes et rendais chaque service sans tarder afin que personne ne puisse dire que je lui étais redevable. Au travail, je suis devenu la personne à qui l'on confiait les délais serrés et les décisions difficiles. Dans ma famille, je me portais volontaire pour payer. Car la générosité m'apparaissait comme une preuve d'innocence. Même ce voyage de Noël s'inscrivait dans cette logique. Je pensais que si je travaillais assez dur, planifiais avec assez de soin et payais tout moi-même, personne ne pourrait remettre en question ma place dans la famille. Désormais, un compte d'entreprise portant le nom de mon père se trouvait au centre de près de 350 000 $. De transferts suspendus. Dana m'a demandé si je savais quoi que ce soit sur Parker Family Consulting. Non. Ai-je dit. Je n'en ai jamais entendu parler. Votre père possédait-il une société de conseil? Il était comptable. Il travaillait parfois de façon indépendante. Mais j'ignore sous quel nom. Dana ne m'a pas dicté ce que je devais croire. Elle a seulement précisé que la société avait été enregistrée en 2007. Peu de temps avant le scandale financier initial au service funéraire Whitmore. Le numéro d'identification fiscale appartenait à Thomas. Plusieurs anciens virements y avaient transité avant que la société ne devienne inactive. Les nouvelles demandes de remboursement étaient configurées pour utiliser cette même structure de compte. Après la fin de l'appel, j'ai fixé le schéma des transactions jusqu'à ce que les mots se brouillent. Si Thomas avait créé cette entreprise, peut-être Margaret disait-elle la vérité. Peut-être Nicole avait-elle déterré une vieille combine pour la réutiliser. Peut-être avais-je arraché Sadie à un piège conçu par ma sœur pour découvrir que mon père en avait bâti la première version. Sadie était assise en face de moi sur l'autre lit de l'hôtel. Est-ce que grand-père était vraiment un voleur? C'est ce que disait l'enquête. C'est ce que disait grand-mère. J'ai refermé l'ordinateur portable plus brutalement que prévu, il y avait des documents. Sadie. Il a perdu sa licence. Les gens ne perdent pas tout simplement parce qu'une personne raconte une histoire. Elle a tressailli et j'ai immédiatement regretté mon ton. Je suis désolé. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je sais. Elle a hésité. Et si grand-père ne l'avait pas fait? La question a frappé la partie de moi que j'avais passé des années à cadenasser.
S'il était innocent, il aurait pu rester et se battre. Peut-être qu'il l'a fait. Tu ne le connaissais pas. Toi non plus. A-t-elle rétorqué. C'est pour ça que je pose la question. Je me suis levé pour marcher jusqu'à la fenêtre. En bas, les voitures défilaient sur le parking de l'hôtel sous des palmiers décorés de guirlandes lumineuses. Blanches. Le calme extérieur rendait ma colère déplacée, mais je ne parvenais pas à m'en libérer. Thomas m'avait envoyé des cartes d'anniversaire pendant plusieurs années après son départ. J'avais renvoyé la première sans l'ouvrir. Les autres avaient disparu avant que je ne les voie. Et Margaret m'avait dit qu'il avait fini par abandonner. Quand j'ai grandi, je me suis répété qu'un père qui tenait vraiment à sa fille aurait trouvé un autre moyen. Il était plus facile de le blâmer que d'admettre que j'avais peut-être contribué à lui fermer la porte au nez. Mon téléphone a sonné. Le nom de Margaret s'est affiché à l'écran. Claire m'avait conseillé de préserver les communications. Alors j'ai enregistré l'appel avant de décrocher. Tu as enfin décidé de me parler, a dit Margaret. Qu'est-ce que Parker Family Consulting? Le silence a duré moins d'une seconde. Mais je l'ai remarqué. L'entreprise de ton père. Pourquoi des remboursements des services funéraires Whitmore devaient-ils transiter par cette société hier? Je n'ai aucune idée de ce que Nicole a fait avec ses vieux comptes. C'était la première fois que Margaret mettait de la distance entre elle et Nicole. Les identifiants de Sadie étaient programmés pour autoriser les virements. Dans ce cas, tu devrais peut-être te demander pourquoi ta fille avait accès à des registres financiers. Elle n'y avait pas accès, jusqu'à ce que quelqu'un élargisse ses autorisations. Margaret a expiré lentement, toi et Sadie êtes exactement comme lui. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone, comme qui? Thomas. Méfiant, ingrat. Cherchant toujours la corruption là où il n'y en a pas. Vous voyez le vol partout parce que vous l'avez dans le sang. Pendant des années, cette phrase m'aurait réduite au silence. Le nom Parker avait toujours été traité comme une tâche indélébile que je devais compenser. Désormais, Margaret appliquait cette même souillure à ma fille avant même qu'une quelconque enquête n'ait commencé. Si rien d'inapproprié ne s'est produit. Pourquoi la boîte 14 devait-elle être clôturée pendant que vous vous envoliez tous pour la Californie? Tu ne comprends rien aux affaires. Alors explique-moi. Je ne discuterai pas d'affaires confidentielles concernant des clients avec quelqu'un qui a déjà impliqué des personnes extérieures. Elle est immédiatement passée aux conséquences. 42 employés risquaient de perdre leur emploi. Des familles ayant des obsèques prévues cette semaine-là pourraient être abandonnées. Cedar Ridge dépendait des services funéraires Whitmore. Elle affirmait que ma colère suscitée par une simple conversation privée avait déjà semé la panique. À la banque. Tu punis une ville entière parce que tu as mal interprété ta place dans cette famille. A-t-elle asséné? La place de ma fille était seule dans ta maison pendant que son nom apparaissait sur une autorisation de remboursement. Tu te montres dramatique. As-tu préparé la boîte 14? Margaret n'a pas répondu. As-tu créé le badge temporaire? Autre silence. Savais-tu que le compte de Sadie avait été réactivé? Tu dois réfléchir aux dégâts que tu provoques. Elle n'a jamais nié l'existence de la boîte, du badge, du compte ou du déblocage des fonds. Elle s'est contentée de décrire ce qui se passerait si les gens y regardaient de trop près. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne transforme une nouvelle menace en un devoir que j'étais censé accepter. Claire m'a contacté une heure plus tard.
Elle avait retrouvé le dossier disciplinaire issu de l'examen de Thomas par l'ordre des comptables. Le rapport final affirmait qu'il avait utilisé ses identifiants pour modifier les soldes des clients et acheminer des fonds via Parker Family Consulting. Il citait des historiques de connexion, des feuilles de calcul interne et des témoignages de la direction de Whitmore. Il y a un problème, a dit Claire. Quel genre de problème? Le rapport fait référence à l'annexe technique C à cette reprise. Mais l'annexe C est absente du dossier d'archives. Qu'était-elle censée contenir? Les journaux d'accès brut et la méthode utilisée pour établir les eurodatages. Sans cette annexe, le rapport présente des conclusions, mais pas l'ensemble des preuves techniques qui les sous-tendent. Claire avait demandé des copies à l'ordre des comptables, aux archives du comté et à l'assureur qui avait géré le litige d'origine. C'est Dana qui en a trouvé une en premier. Un expert en assurance en avait conservé un double parce que la disparition des fonds avait déclenché un litige de couverture. La copie numérisée était pâle et plusieurs pages étaient manuscrites. Mais les dates étaient sans équivoque. Les modifications capitales apportées au compte Whitmore avaient été enregistrées le 18 février 2008. Je ne me suis souvenu de cette date qu'après que Dana a lu le nom de l'hôpital. Thomas y avait été admis la veille au soir à la suite d'un accident de la route. Il souffrait d'une fracture du poignet, de côtes cassées et d'une commotion cérébrale. Les dossiers hospitaliers montraient qu'il était resté en observation pendant 3 jours. Claire a continué sa lecture. Un compte administrateur s'était connecté au système après les faits d'origine, avait ajusté l'horloge du serveur et réattribué plusieurs actions au profil d'utilisateur de Thomas. Le rapport n'identifiait pas l'administrateur, précisant seulement que le compte appartenait à la direction des services funéraires Whitmore. Margaret m'avait enseigné que Thomas s'était enfui parce que les preuves contre lui étaient irréfutables. Les preuves montraient désormais que quelqu'un avait falsifié le et apposé son nom sur des actions exécutées alors qu'il gisait blessé sur un lit d'hôpital. Claire est arrivée à la dernière ligne de l'annexe et l'a lu lentement. L'utilisateur attribué à Thomas Parker était physiquement incapable d'accéder au système à l'heure enregistrée. Claire a confirmé l'ordonnance de conservation des preuves le lendemain matin. Les services funéraires Whitmore, leur banque et le fournisseur du logiciel ont reçu l'ordre formel de ne pas supprimer, modifier ou écraser les données liées à la boîte 14, au compte temporaire de Sadie ou aux demandes de remboursement suspendues. C'est seulement alors que j'ai accepté de rentrer à Cedar Ridge. Sadie et moi avons pris un vol retour via Minneapolis et nous sommes installés dans un hôtel à 20 minutes de chez nous. Je ne voulais pas l'emmener chez Margaret. Et je ne voulais pas que ma famille nous attende dans notre allée pendant que j'essayais de comprendre ce qui était arrivé à mon père. Notre maison était plongée dans l'obscurité quand Claire nous y a rejointes. La neige s'était accumulée sur les marches du perron, intacte depuis notre départ. Sadie est restée dans le salon pendant que Claire me suivait à l'étage. La lettre de Thomas était restée enfermée dans un tiroir verrouillé pendant 6 ans. Elle était arrivée après sa mort en 2019, transmise par l'avocat chargé de ses rares biens restants. Je me souvenais avoir tenu l'enveloppe et vu son écriture sur le devant. Margaret était avec moi cet après-midi-là. Elle avait affirmé que Thomas avait probablement rédigé une autre version des mêmes excuses qu'il avait servi toute sa vie. J'avais rangé la lettre dans le tiroir, sans l'ouvrir. Désormais, Claire se tenait près de mon bureau pendant que je la sortais. Elle a photographié l'enveloppe scellée, consigné la date et son état, et m'a regardé l'ouvrir. Nous comprenions toutes deux que la lettre pouvait nous orienter vers des éléments concrets, mais qu'elle ne pouvait pas prouver chaque allégation simplement parce qu'un homme décédé l'avait écrite. La première ligne m'était adressée. Audrey, je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Mais j'ai besoin que tu saches où chercher si jamais tu décides de demander ce qui s'est passé. Je me suis assise avant de poursuivre ma lecture. Thomas écrivait qu'il avait vérifié les comptes de prévoyance obsèques pour les services funéraires Whitmore en 2007.
Au début, les anomalies ressemblaient à de simples erreurs d'écriture comptable. Plusieurs clients avaient prétendument annulé leur contrat. Mais les remboursements ne leur revenaient pas plus qu'à leurs ayants droit. L'argent transitait par des comptes temporaires et disparaissait dans les dépenses de fonctionnement. Lorsque Thomas avait interrogé Margaret, celle-ci lui avait expliqué que le salon funéraire manquait de liquidité. L'activité avait ralenti. Les remboursements des assurances tardaient et l'échéance des salaires approchait. Elle qualifiait ces transferts de prêts temporaires et lui demandait de signer un rapprochement de fin d'année attestant que chaque remboursement avait été dûment émis. Elle lui affirmait que signer sauverait des emplois. Il avait refusé. Selon la lettre, Margaret l'avait averti qu'une enquête publique entraînerait la fermeture du salon funéraire et détruirait la réputation de la famille de Léonard. Thomas avait rétorqué que les clients leur avaient confié de l'argent destiné à leurs funérailles, et qu'utiliser leur deuil comme une ligne de crédit n'était pas une solution commerciale. Quelques semaines plus tard, Parker Family Consulting était apparu dans les registres. Thomas écrivait qu'il n'avait jamais créé cette société. Quelqu'un avait utilisé une copie de ses documents fiscaux, ses informations professionnelles et une version numérisée de sa signature pour l'enregistrer. Lorsqu'il avait découvert l'existence du compte, des virements de remboursement y transitaient déjà. Il avait alors commencé à rassembler des copies de relevés et de rapports d'accès. La veille de son accident de voiture, il avait appelé Margaret pour lui annoncer qu'il comptait tout signaler dès sa sortie de l'hôpital. À son réveil, les registres avaient été altérés. Les dernières pages contenaient des dates, des lieux d'archivage et des noms. Un expert en assurance nommé Paul Dyer avait reçu des copies des journaux d'accès originaux. Ruth Calder, l'ancienne comptable du salon funéraire, avait vu Margaret retirer des dossiers du bureau temporaire de Thomas. Un procureur de comté avait rédigé une déclaration que Thomas n'avait jamais signée. La lettre ne me demandait pas de lui pardonner. Elle décrivait ses tentatives pour me voir. Il écrivait être venu chez Margaret à 2 reprises après le début de l'enquête. La première fois, Léonard lui avait dit que je n'étais pas là. La deuxième fois, Margaret l'avait intercepté dehors en affirmant que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Elle avait prétendu que je l'avais traité de voleur et que je l'avais supplié de le tenir éloigné. Je n'avais jamais prononcé de tels mots. Thomas avait écrit des lettres, mais la plupart lui avaient été retournées. Il avait appelé ma résidence universitaire jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que mon numéro avait changé. Margaret m'avait plus tard répété qu'il avait cessé d'essayer parce que fuir ses responsabilités comptait plus pour lui que d'être mon père. J'ai plaqué ma main contre ma bouche en lisant le dernier paragraphe. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de t'aimer. Je suis parti parce que chaque tentative de te joindre était utilisée comme une preuve que j'étais dangereux, instable ou que j'essayais de te manipuler. J'espérais que le temps rendrait la vérité plus facile à trouver. Au lieu de cela, le temps n'a fait que vieillir le mensonge. Sadie est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle n'a pas demandé ce que disait la lettre. Elle a traversé la pièce et s'est assise à côté de moi. Pendant des années, j'avais reproché à Thomas de ne pas s'être battu davantage. Désormais, j'avais la preuve qu'il avait essayé. Tandis que j'avais aidé ma mère à lui fermer chaque porte. Claire m'a rappelé que le deuil pouvait attendre que nous ayons sécurisé les éléments mentionnés dans la lettre. Elle a transmis les dates et les noms à Dana, qui les a recoupés avec les documents déjà obtenus grâce à l'ordonnance de conservation. Dès ce soir-là, la piste d'audit actuelle s'est précisée. Le compte administrateur de Nicole avait réactivé les identifiants de Sadie et élargi ses autorisations. Nicole avait également programmé la maintenance de la caméra et préparé le conteneur numérique lié à la boîte 14. Au départ, presque tout pointait vers elle. Dana a découvert d'importants soldes de cartes de crédit. Une seconde hypothèque que Nicole n'avait pas révélée à Léonard et des dépenses mensuelles dépassant largement son salaire, achat de luxe, cotisation à des clubs privés et mensualité pour un véhicule immatriculé au nom d'une petite société qu'elle contrôlait.
Nicole avait préparé la boîte physique. Envoyé les instructions à Sadie et surveillé le lot qui avait échoué. Il semblait qu'elle avait découvert l'ancien système de fraude de Margaret et l'avait réactivé pour combler ses dettes. Mais Dana a trouvé 2 documents qui ne cadraient pas avec cette seule conclusion. Les formulaires de remboursement au sein du lot numérique avaient été générés à partir d'un modèle créé par le compte de direction de Margaret. L'autorisation bancaire permanente permettant au fonds de remboursement de transiter par des comptes commerciaux intermédiaires portait la signature de Léonard. Dana ne savait pas encore ce que Léonard comprenait exactement. Une autorisation générale pouvait avoir été signée sans examiner chaque transaction ultérieure. Claire m'a mise en garde de ne pas transformer les soupçons en certitude avant que les pièces ne soient analysées. Le rôle de Margaret était moins ambigu, le modèle portait l'identifiant de son compte. Même si Nicole pouvait targuer avoir utilisé la cession de sa mère. L'enquête s'efforçait encore de distinguer celle qui avait conçu le système de celle qui l'avait exploité. Nicole m'a contacté ce soir-là depuis un numéro inconnu. Ne raccroche pas, a-t-elle dit. J'essaie de t'aider. Tu as préparé la boîte 14. J'ai suivi des instructions. Les instructions de qui? Elle a éludé la question. C'est maman qui contrôlait les comptes. C'est elle qui a créé les formulaires. Elle m'a dit que l'entreprise s'effondrerait si nous ne déplacions pas l'argent jusqu'au printemps. C'est toi qui as donné le badge à Sadie. Je n'ai jamais pensé qu'elle serait accusée de quoi que ce soit. Tu as fabriqué des preuves montrant qu'elle est entrée dans le bâtiment. A utilisé le compte et a débloqué l'argent. La respiration de Nicole est devenue saccadée, je peux remettre l'argent à sa place. Ce n'est pas ton argent. Je vais vendre la voiture. Je vais refinancer ma maison. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mais tu dois arrêter de dire que Sadie était visée. C'est exactement ce qui s'est passé. Si tu officialises cette accusation, ils vont traiter cela comme une usurpation d'identité impliquant une mineure. Maman ira en prison. Et le salon funéraire sera fini. Nicole m'a proposé un marché. Elle dirait aux enquêteurs que Margaret avait conçu le système de remboursement. Elle restituerait ce qu'elle pouvait et fournirait les mots de passe. En échange, je devais retirer ma déposition affirmant que Sadie avait été délibérément désignée comme la coupable. Tu veux que je te protège en laissant ma fille exposée? Personne ne blâme Sadie maintenant. Parce que je l'ai emmenée loin d'ici. Nicole a insisté sur le fait que tout pouvait être réglé en privé. Je lui ai demandé de formuler cette offre par écrit par l'intermédiaire de son avocat. Elle a refusé. Je lui ai dit que je n'échangerais pas le nom de Sadie contre un nouvel arrangement familial dont personne ne pourrait prouver l'existence. Nicole s'est mise à pleurer, mais les larmes ont vite cédé la place à la colère. Tu crois que tu es la première personne que maman accule de cette façon? Je me suis tue. Nicole a baissé la voix, maman a déjà fait ça autrefois. De quoi parles-tu? Demande-lui ce qui s'est passé la nuit où ton père a essayé de t'emmener. L'appel a coupé avant que je ne puisse réagir. J'ai rappelé, mais le numéro ne prenait plus d'appels entrants. 10 minutes plus tard, un message vocal est arrivé depuis le téléphone habituel de Nicole. Sa voix était plus feutrée. Comme si elle s'était enregistrée dans un endroit où Margaret ne pouvait pas l'entendre. Ton père n'est pas parti parce qu'il avait volé. Il est parti parce que maman a fait en sorte que personne ne le croit. Le message vocal de Nicole ne me disait pas tout, mais il a transformé la question que je me posais. Je ne me demandais plus si ma mère avait couvert la personne qui avait piégé Thomas. Je commençais à me demander dans quelle mesure elle avait elle-même orchestré le coup monté. Claire m'a déconseillé de confronter Margaret pour le moment.
L'audit en cours continuait de séparer les documents des suppositions. Et les aveux affolés de Nicole ne pouvaient remplacer des preuves tangibles. À la place, Claire a organisé pour moi une rencontre avec Ruth Calder, l'ancienne comptable que Thomas avait mentionnée dans sa lettre. Ruth avait 72 ans et vivait dans un petit appartement au-dessus d'une pharmacie, à la périphérie de Cedar Ridge. Elle a choisi un restaurant tranquille pour notre rendez-vous et est arrivée avec un dossier en toile qui semblait plus vieux que Sadie. Ses mains tremblaient en m'apercevant, mais sa voix est restée ferme. « Tu as les yeux de ton père », a-t-elle dit. Cela rendait encore plus insupportable de voir ce qu'ils lui ont fait. Ruth avait travaillé au service funéraire Whitmore pendant 17 ans. Elle se souvenait que Thomas avait remarqué que des fonds de prévoyance obsèques quittaient les comptes des clients sans qu'aucun chèque correspondant ne soit émis à leur intention ou à celle de leur succession. Au début, il avait supposé que le bureau avait commis une erreur d'imputation lorsqu'il avait tracé l'argent à travers des comptes temporaires. Il avait commencé à réclamer à Margaret les formulaires d'annulation originaux. « Ta mère a dit au personnel qu'il était aux abois », a raconté Ruth. Elle a prétendu qu'il avait des dettes de jeu et qu'il essayait de les éponger en accusant le salon funéraire. Quelqu'un a-t-il jamais vu la moindre preuve de ces dettes? Ruth a secoué la tête. Non. Mais Margaret l'a répété jusqu'à ce que les gens s'en souviennent comme s'ils en avaient vu la preuve. Léonard savait que Thomas avait soulevé des inquiétudes. Mais il avait refusé de défier Margaret publiquement. Il avait dit à Ruth qu'une enquête pourrait suspendre la licence du salon funéraire, annuler les obsèques prévues et coûter leur emploi à des dizaines de salariés. Il disait que le silence était le choix responsable, en attendant que la famille puisse régler l'affaire en privé. L'affaire n'avait jamais été réglée, elle avait été mise sur le dos de Thomas. Ruth se souvenait également de la nuit dont Nicole avait parlé, après sa sortie de l'hôpital. Thomas était venu à la maison des Whitmore avec des copies des registres de comptes et avait demandé à m'emmener en lieu sûr pendant qu'il contestait les accusations. Margaret avait demandé une ordonnance d'urgence cette nuit-là même, affirmant que ses délits financiers et son comportement instable faisaient de lui un danger pour moi. Les accusations n'étaient pas encore prouvées. Mais l'ordonnance l'avait empêché de me prendre avec lui en attendant qu'une audience ait lieu. Au moment où l'audience s'était tenue, les journaux d'accès falsifiés avaient été présentés. Thomas avait perdu sa licence, sa crédibilité et sa chance de convaincre un juge que Margaret se servait de moi pour le réduire au silence. Je me suis souvenu des cartes d'anniversaire que j'avais renvoyées et des appels que j'avais refusé de prendre. Thomas avait essayé de m'atteindre depuis l'intérieur d'un récit que Margaret m'avait déjà appris à croire. Je ne pouvais pas réparer les années perdues. Mais je pouvais empêcher cette même histoire d'engloutir Sadie. Dana a retrouvé Claire et moi plus tard dans l'après-midi et a exposé le plan actuel selon une chronologie si limpide qu'aucune de nous ne pouvait se méprendre sur son objectif. Nicole avait réactivé le compte de Sadie et élargi ses autorisations. Le profil administrateur de Margaret avait généré 27 faux formulaires d'annulation. Les exemplaires physiques avaient été placés dans la boîte 14, déjà ordonnée pour la numérisation. La tâche assignée à Sadie constituait l'ultime étape visible. Elle devait entrer dans le salon funéraire avec le badge temporaire, scanner les formulaires et sélectionner, finaliser le lot d'archives. Cette commande aurait rattaché les documents aux 27 contrats obsèques et déclenché les demandes de remboursement déjà préparées dans le système. La caméra de la salle des archives devait être hors service. Aucun autre badge d'employé ne devait pénétrer à cet étage. Le journal d'audit aurait affiché l'identifiant de Sadie important les formulaires, tandis que le système de contrôle d'accès aurait prouvé que son badge se trouvait dans le bâtiment A. La seconde exacte où le déblocage des remboursements se produisait. L'argent n'aurait pas bougé parce qu'elle comprenait ce qu'elle faisait, a dit Dana. Il aurait bougé parce que quelqu'un a conçu un processus dans lequel une simple commande d'archivage ordinaire activait un travail déjà finalisé en arrière-plan. Sadie était assise à mes côtés pendant ces explications.
Alors ils auraient dit que c'est moi qui avais créé les formulaires? Ils auraient disposé d'éléments conçus pour le suggérer. A répondu Claire. C'est pour cela qu'il était capital de conserver les messages et de vous tenir hors de ce bâtiment. Dana avait également découvert le mobile qu'il comptait attribuer à Sadie. Pendant l'été, Sadie avait demandé à Nicole si les services funéraires Whitmore offraient une aide financière pour les études aux employés temporaires. Elle avait aussi laissé Nicole relire une dissertation de candidature à une bourse décrivant son anxiété face aux frais de scolarité et les efforts acharnés que je fournissais pour subvenir à nos besoins. Nicole possédait toujours une copie de ce texte dans sa boîte courriel professionnelle. Ma fille a fixé la table. Elle m'avait dit que cette dissertation me faisait paraître responsable. Elle collectait un mobile. Ai-je dit. Le visage de Sadie s'édurcit. Tout le monde va la croire. C'est elle qui dirige le salon funéraire. Moi. Je ne suis que la fille qui avait le mot de passe. Tu es aussi la fille qui n'est jamais entrée dans le bâtiment. Qui n'a jamais ouvert la boîte et qui n'a jamais touché au compte ce matin-là. Lui ai-je rappelé. Leur plan exigeait ton silence. Tu ne leur dois plus rien. Les 27 contrats de la boîte 14 ne représentaient que le groupe le plus récent. En comparant les opérations de remboursement passées avec les relevés bancaires, les inspecteurs ont découvert qu'au moins 31 familles avaient été touchées au fil des ans. Certaines concernaient des défunts. D'autres appartenaient à des clients toujours en vie qui croyaient leurs obsèques entièrement réglées. Un couple avait passé 12 ans à verser des mensualités pour épargner des frais d'inhumation à leurs enfants, leur compte ne contenait plus que le quart de ce qu'ils avaient déposé. L'enquête ne portait plus seulement sur ce que ma famille avait prévu de faire à Sadie. Elle concernait des gens qui avaient fait confiance au nom Whitmore lors des décisions les plus vulnérables de leur vie. Margaret a réagi en publiant d'abord sa propre version des faits. Sa publication sur les réseaux sociaux me dépeignait comme une fille aliénée qui avait annulé un voyage de Noël familial sans prévenir. Emmener une mineure hors du Minnesota et divulguer des informations commerciales confidentielles à la suite d'un différend d'ordre privé. Elle affirmait que Sadie avait accédé à des registres restreints et la qualifiait d'adolescente émotionnellement instable encouragée à se venger de ses proches. Elle ne mentionnait ni le badge temporaire, ni le compte réactivé, ni les 27 remboursements suspendus. La publication s'est propagée dans Cedar Ridge en quelques heures. Certaines personnes ont pris la défense de Margaret. Car les services funéraires Whitmore avaient enterré leurs parents et leurs grands-parents. Plusieurs employés ont écrit qu'ils craignaient de perdre leur travail. D'autres se sont demandé pourquoi un salon funéraire fermé avait besoin d'une adolescente travaillant seule la veille de Noël. Sadie n'a lu que quelques commentaires avant de reposer son téléphone. Elle me fait passer pour quelqu'un de dangereux. Je voulais répondre à chaque accusation, mais Claire m'en a empêché. La colère publique ne devait pas dicter les preuves. Elle a diffusé un court communiqué en notre nom, confirmant que Sadie n'avait pas pénétré dans les locaux des services funéraires Whitmore le 24 décembre, n'avait pas accédé à leur système ce matin-là et coopérait avec les autorités compétentes par le biais de son conseil. Nous n'avons fourni aucun autre argument public. Pour la première fois, je n'ai pas supplié ma mère de me comprendre ni tenté d'expliquer pourquoi j'avais fait le choix responsable. J'ai laissé les dossiers lui répondre. Ce soir-là, Dana a appelé pour une dernière découverte. La banque avait retrouvé le libellé interne rattaché au virement que le lot 14 était censé déclencher. Ces mots avaient été saisis avant même que Sadie ne reçoive son badge. Le mémo indiquait « Avance études S. Parker ». Il ne s'était pas contenté de préparer le terrain pour mettre le vol sur le compte de ma fille. Ils avaient préparé la raison pour laquelle tout le monde était censé croire qu'elle l'avait fait. Les mots « Avance études S. Parker » balayaient l'ultime possibilité que Sadie ait simplement été placée dans une mauvaise posture par inadvertance. Quelqu'un avait rédigé son mobile avant qu'elle n'entre dans le bâtiment.
Avant qu'elle n'utilise le mot de passe temporaire et avant qu'un seul dollar ne bouge. Ils avaient préparé non seulement les preuves contre elle, mais aussi l'histoire que les gens devaient raconter pour expliquer son geste. Claire a organisé la réunion dans son cabinet 2 jours plus tard. Elle a rejeté la demande de Margaret de se rencontrer en privé dans la maison des Whitmore, où chaque échange pouvait être transformé en querelle familiale. La salle de conférence de Claire disposait d'une longue table, d'un système d'enregistrement et de fenêtres donnant sur un parking gelé. Dana Walsh y assistait avec un autre représentant de la division de la conformité de l'État. Margaret, Nicole et Léonard sont arrivés chacun accompagnés de leur avocat. Sadie n'est pas venue. Je refusais de la faire asseoir en face des personnes qui s'étaient préparées à faire porter un vol à son nom. Elle est restée à l'hôtel avec l'une des assistantes de Claire, sachant que je ne lui rapporterais que ce qu'elle avait besoin d'entendre. Margaret est entrée vêtue du tailleur bleu marine foncé qu'elle réservait au déjeuner de bienfaisance et aux enterrements solennels. Elle paraissait fatiguée mais restait digne. Léonard gardait les yeux fixés sur la table. Nicole me dévisageait comme si j'avais personnellement fabriqué chaque document que les inspecteurs avaient récupéré. Avant même que la séance ne commence officiellement, Nicole s'est penchée en avant et a lâché. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? La phrase résonnait différemment dans cette pièce. La veille de Noël, c'était un cri au sujet de billets annulés, à présent. C'était une accusation lancée alors que des avocats étaient assis à côté de preuves démontrant ce qu'ils avaient manigancé contre ma fille. J'ai éloigné Sadie d'un bâtiment où vous aviez l'intention de mettre près de 350 000 $ sur son dos, ai-je répondu. Voilà ce que j'ai fait. L'avocat de Nicole lui a touché le bras. Mais elle s'est dégagée, tu as détruit le salon funéraire avant même que quiconque n'ait prouvé que de l'argent a été volé. Dana l'a reprise sans hausser le ton. Les fonds ont été suspendus avant leur déblocage. L'enquête porte sur la préparation et la tentative d'émission de demande de remboursement frauduleuse, ainsi que sur des transactions antérieures. Claire a déposé 4 documents devant moi. Nous avions convenu que je ne poserais que des questions étayées par des pièces déjà recueillies. Je ne me livrerai à aucune spéculation, aucune menace. Et n'offrirai à Margaret aucune occasion de prétendre qu'il s'agissait d'une revanche affective. J'ai d'abord regardé Nicole. Pourquoi le badge de Sadie n'était-il valide que du 24 au 26 décembre? Nicole a jeté un coup d'œil à son avocat, elle terminait un travail temporaire de fin d'année. Pourquoi son compte d'archivage a-t-il été mis à niveau pour lui permettre de finaliser un lot lié à des remboursements? Je ne comprenais pas toutes les autorisations du logiciel. Vous étiez l'administrateur qui les a sélectionnés. Ma mère m'a dit quels accès étaient nécessaires. Margaret ne s'est pas tournée vers Nicole, mais les muscles de sa mâchoire se sont contractés. Je suis passé au document suivant. Pourquoi la caméra située devant la salle des archives du sous-sol a-t-elle été programmée pour une maintenance pendant la période exacte où Sadie devait entrer? Nicole a croisé les bras, la caméra fonctionnait mal. La société de maintenance n'a trouvé aucune demande de réparation. Le paramètre de maintenance a été saisi depuis votre compte la veille du voyage. L'assurance de Nicole a vacillé. Maman a dit que les caméras devaient être éteintes pendant la numérisation des anciens dossiers. Client. Cette fois, Margaret l'a regardé. J'ai posé le mémo de transaction sur la table. Pourquoi le virement indiquait-il avance études S. Parker? Le visage de Nicole a perdu ses couleurs, je n'ai jamais écrit ça. Les registres du système montrent que cela a été saisi avant que Sadie ne reçoive son badge. Ai-je dit? Je ne l'ai pas écrit. Nicole s'est tournée vers Margaret. C'est elle qui a préparé les modèles de remboursement. Elle m'a dit que ces libellés faciliterait le rapprochement des comptes internes. L'avocat de Margaret a demandé une suspension.
Margaret a refusé. Il n'y a aucune raison de dramatiser des décisions de gestion ordinaires, a-t-elle déclaré. Les services funéraires Whitmore ont connu un manque de liquidité passager. Les versements des assurances ont pris du retard. Les coûts d'exploitation ont augmenté et la paie devait toujours être assurée. Dana a demandé. Reconnaissez-vous que des fonds de prévoyance de clients ont été réorientés vers des dépenses de fonctionnement? Je dis que de l'argent a été déplacé temporairement pour protéger l'institution chargée de servir ses clients. Les contrats n'autorisaient pas ces transferts. Les contrats n'emploient pas 42 personnes. Margaret s'est tournée vers moi comme si Dana et les avocats n'existaient plus. Si le salon funéraire ferme, 42 employés perdent leurs revenus. Les familles dont les cérémonies sont déjà planifiées n'auront nulle part où aller. On ne peut pas mettre des défunts en attente pendant que les régulateurs débattent de paperasse. L'argument m'était familier, car elle l'avait jadis utilisé contre Thomas. Chaque dollar dérobé devenait un emploi sauvé. Chaque faux document devenait un acte de responsabilité. Quiconque s'y opposait ne défendait pas les clients, mais mettait la communauté en péril. Tu n'as pas emprunté cet argent? Ai-je dit. Tu l'as pris à des gens qui te faisaient confiance alors qu'ils organisaient leurs propres obsèques. Puis tu t'es préparé à en faire porter la responsabilité à une jeune fille de 17 ans. Personne n'avait l'intention de faire du mal à Sadie. Tu as forgé un mobile financier en utilisant ses projets d'études. Ce libellé n'était qu'une simple imputation comptable. Tu as activé son badge, élargi ses accès. Désactivé la caméra et fait en sorte qu'elle soit la seule personne programmée pour entrer dans le bâtiment. Elle n'avait qu'à suivre les instructions, a répliqué Margaret. Elle le disait comme si l'obéissance aurait protégé Sadie. Comme si ma fille aurait pu cliquer sur le bouton, débloquer les fonds et repartir indemne sous prétexte qu'elle ne comprenait pas les rouages dissimulés derrière l'écran. Elle aurait été interrogée. Ai-je dit. Son nom serait apparu sur le journal d'audit. Son badge l'aurait situé dans le bâtiment. Sa dissertation pour la bourse aurait servi à prétendre qu'elle avait besoin d'argent. Le système aurait été rectifié avant que les choses ne deviennent graves. Alors pourquoi deviez-vous tous être en Californie? Le regard de Margaret s'est durci, ce voyage était prévu depuis des mois. Le voyage que j'ai organisé est payé. Cela ne fait pas de toi une experte des obligations d'une entreprise familiale. J'ai regardé cette femme qui avait passé toute ma vie à décider quel fardeau devait peser sur un Parker et quelle protection revenait à un Whitmore. Pourquoi Sadie? Margaret n'a pas répondu tout de suite. Nicole a remué sur sa chaise. Léonard fixait ses mains. J'ai insisté, si ce n'était qu'un transfert temporaire pour protéger des employés. Pourquoi fallait-il que quelqu'un porte le chapeau? Pourquoi fallait-il que ce soit ma fille? Toute trace de tristesse a disparu du visage de Margaret. Ses épaules se sont redressées et la douceur calculée a quitté sa voix. Il fallait bien que quelqu'un le porte. Personne n'a bougé dans la pièce. Margaret m'a regardé droit dans les yeux. Mieux vaut un Parker qu'un Whitmore. J'avais toujours imaginé que si ma mère admettait un jour ce qu'elle pensait, j'allais pleurer. Crier ou lui demander comment elle pouvait dire une telle chose de sa propre petite fille. Au lieu de cela, un grand calme s'est fait en moi. Je n'avais plus besoin de la convaincre que Sadie méritait d'être protégée. Margaret savait pertinemment que Sadie était innocente. Elle l'avait choisie précisément pour cette raison. Nicole s'est tournée lentement vers notre mère. Pour la première fois. J'ai vu dans ses yeux une terreur qui n'était liée ni à la prison ni à l'argent. Elle avait passé sa vie à croire que porter le nom Whitmore la mettait à l'abri, désormais.
Elle était assise à côté d'une femme qui venait d'avouer que cette sécurité reposait sur la présence constante de quelqu'un d'autre à sacrifier. Dana a refermé le dossier devant elle, sur la base des registres de transactions. Des autorisations de compte modifiées. Des tentatives de déblocage et des risques pesant sur les titulaires de contrats actuels. L'État prononce la suspension temporaire immédiate de l'habilitation des services funéraires. Whitmore a géré des fonds de prévoyance obsèques. L'avocat de Margaret a protesté, mais Dana a continué. Tous les virements en attente resteraient gelés. Un administrateur indépendant prendrait le contrôle des dossiers clients et vérifierait les contrats actifs. Le salon funéraire ne pourrait assurer que des prestations limitées sous surveillance externe. Pendant le déroulement de l'enquête, Léonard a enfin pris la parole. Je ne savais pas que tout cela se passait. Je me suis tourné vers lui. Votre signature a autorisé les comptes intermédiaires. Margaret gérait les finances. Je signais ce qu'elle me présentait. Vous avez dit la même chose quand Thomas a tiré la sonnette d'alarme en 2008. Ses yeux se sont levés vers les miens. Vous êtes resté à ses côtés pendant qu'elle le traitait de voleur. Ai-je poursuivi. Vous avez signé les papiers qui l'ont tenu éloigné de moi. Vous avez protégé le nom Whitmore parce qu'en savoir moins vous donnait l'impression d'être moins coupable. Je n'ai jamais modifié ces dossiers. Mais vous saviez que quelque chose n'allait pas. Léonard a regardé Margaret. Elle lui a adressé un imperceptible signe de tête négatif. Il l'a remarqué, et l'allégeance qu'il avait fait taire pendant 18 ans s'est enfin brisée. Il a demandé à son avocat l'autorisation d'aller chercher quelque chose dans sa voiture. L'avocat a insisté pour l'accompagner. Ils sont revenus avec une pochette en cuir marron. Léonard l'a posée sur la table, mais a gardé une main dessus. Cela se trouve dans le coffre-fort de notre maison depuis 2008. À l'intérieur figurait une proposition de transaction financière faite à Thomas après la falsification des dossiers informatiques. Margaret avait proposé de lui verser une somme suffisante pour qu'il quitte Cedar Ridge et se reconstruise ailleurs. En contrepartie, il devait endosser la responsabilité des fonds disparus. Renoncer à toute réclamation contre les services funéraires Whitmore et accepter de ne pas me contacter sans son autorisation. Thomas ne l'avait jamais signé. Dans la marge, à côté du montant du règlement, se trouvait une note écrite de la main de Margaret. Nécessaire pour protéger le nom Whitmore. Léonard a poussé le document vers moi. Ta mère savait que Thomas était innocent avant même qu'il ne quitte la ville. Le dossier de Léonard n'a pas mis fin à la procédure. Il a ôté à la famille toute possibilité de prétendre qu'il n'y avait pas d'affaire. L'enquête s'est poursuivie tout au long de l'hiver, du printemps et d'une grande partie de l'été. Toutes les quelques semaines, de nouvelles pièces arrivaient par le cabinet de Claire. Relevés de comptes, conclusions d'audit, notifications disciplinaires. Déclarations sous serment et courriers d'avocats qui avaient autrefois qualifié la disparition des fonds de simples litiges comptables internes. La vérité a mis des mois à émerger parce qu'elle avait été dissimulée pendant des années. L'audit final de Dana a scrupuleusement départagé les responsabilités. Margaret avait conçu le système de remboursement. Gérer les comptes intermédiaires et décider quels contrats obsèques pouvaient être siphonnés sans attirer immédiatement l'attention. Elle avait créé les modèles utilisés dans la boîte 14 et conservé le mécanisme qui avait jadis fait porter le chapeau à Thomas Parker. Nicole avait exécuté la dernière tentative, elle avait réactivé le compte de Sadie. Élargi ses accès, préparé les dossiers physiques. Planifié la coupure de la caméra et saisi la fausse mention d'avance pour les études. Les inspecteurs ont également découvert qu'une partie de l'argent dérobé les années précédentes avait servi à payer les dettes personnelles et les dépenses somptuaires de Nicole. Léonard n'avait pas conçu le système. Mais sa prétendue ignorance n'a pas résisté à l'examen des faits. Il avait signé des autorisations bancaires générales, ignoré des rapports anormaux. Contribué à étouffer les accusations de Thomas et garder la proposition d'accord non signée dans son
coffre pendant 18 ans. Il avait préservé le nom Whitmore en refusant de poser les questions dont les réponses auraient pu lui coûter son entreprise. Thomas a enfin été réhabilité grâce à un faisceau de preuves concordantes. L'annexe technique manquante prouvait que son compte avait été manipulé pendant son hospitalisation. Le témoignage de Ruth confirmait qu'il avait contesté les virements avant d'être accusé. Le projet d'accord démontrait que Margaret savait qu'il était innocent. Les relevés bancaires historiques retraçaient l'argent, montrant qu'il n'avait jamais été vers lui mais vers des comptes contrôlés par les services funéraires Whitmore. L'ordre des comptables de l'État a révisé son ancienne sanction disciplinaire. La notification est arrivée dans une enveloppe sobre adressée à la succession de Thomas Parker. Elle précisait que la conclusion portée contre lui reposait sur des données techniques falsifiées, des témoignages matériellement mensongers. Son dossier professionnel a été rectifié et le constat de faute professionnelle a été annulé. Il était mort depuis 6 ans. Je me suis assise à la table de ma cuisine, la notification sous les yeux, en essayant de définir ce que signifiait la justice quand la personne qui en avait besoin ne pouvait plus lire son propre nom sans le mot « voleur » accolé à côté. J'ai ressenti du soulagement, du chagrin et de la honte dans une égale mesure. Rien de tout cela ne ramenait les appels que j'avais refusés ni les lettres que j'avais renvoyées. Sadie a posé sa main sur la mienne, il aurait voulu que tu saches. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Les services funéraires Whitmore n'ont pas fermé du jour au lendemain. Dana m'avait prévenu qu'une fermeture brutale léserait les clients même que l'enquête cherchait à protéger. Un groupe de services funéraires indépendants a été nommé pour gérer les dossiers en cours, préserver les contrats et transférer les comptes de prévoyance sous séquestre sécurisé. Les obsèques programmées ont été maintenues. Aucune famille n'a été forcée de déplacer un proche en plein préparatif. De nombreux employés ont conservé leur poste sous la direction temporaire, bien que la famille Whitmore ait perdu toute autorité de gestion. Cela a compté pour moi plus que je ne l'aurais cru. Durant les premières semaines, Margaret avait utilisé le personnel comme un bouclier, affirmant que révéler la fraude détruirait 42 moyens de subsistance. La reprise indépendante a prouvé que les salariés et le nom Whitmore n'étaient pas indissociables. L'entreprise pouvait servir la communauté sans que ma mère n'en contrôle les fonds. Le processus d'indemnisation a été plus lent, les actifs commerciaux, le chalet familial au bord du lac et une partie de la valeur nette de la maison de Margaret et Léonard ont été placés sous administration judiciaire. Ces fonds ont servi à constituer une réserve de remboursement pour les clients dont les comptes obsèques avaient été amputés ou vidés. J'ai rencontré plusieurs de ces familles par l'intermédiaire du coordinateur des victimes. Une femme nommée Denise avait payé les obsèques de sa mère par mensualité parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants héritent de la dette qu'elle-même avait portée après la mort de son père. Un enseignant à la retraite, Monsieur Ellis, croyait que ses propres funérailles étaient entièrement financées. L'audit a révélé que plus de la moitié de son compte avait été siphonné des années plus tôt. Aucun d'eux ne se souciait des vacances de Noël de ma famille, ce qui leur importait. C'était qu'un salon funéraire respecté ait utilisé leur hantise de devenir un fardeau pour en faire une source de profit. Les écouter a changé ma perception des événements. Margaret s'était préparée à sacrifier Sadie. Mais Sadie n'était pas la première personne vulnérable qu'elle exploitait. Tout le système reposait sur des clients trop endeuillés, trop âgés ou trop confiants pour éplucher chaque transaction. Lorsque j'ai déposé mon témoignage officiel, je ne me suis pas attardé sur les chambres d'hôtel ou les vols annulés. J'ai expliqué comment des adultes avaient pris des actes de confiance ordinaires pour les transformer en charge contre une enfant. Sadie avait accepté un emploi d'été, partagé un texte de candidature à une bourse et suivi les consignes de ses proches. Margaret et Nicole avaient transformé chacun de ces éléments en badge, en mobile financier et en piste d'audit. J'ai également parlé de la réputation. Cedar Ridge faisait confiance aux Whitmore parce qu'ils avaient enterré des générations de ses habitants. Cet immense respect aurait dû les inciter à mériter cette confiance.
Non à s'en servir comme d'un passe-droit pour abuser d'eux. Avant l'ouverture du procès pénal, l'avocat de Margaret a soumis à Claire une proposition confidentielle. Margaret présenterait des excuses publiques pour avoir exclu Sadie du voyage, financerait intégralement les études universitaires de Sadie et créerait un fonds fiduciaire pour ses études supérieures. En retour, je devais qualifier l'affaire de la boîte 14 de simples malentendus provoqués par des défaillances de contrôle interne, plutôt que d'une tentative délibérée d'impliquer ma fille. Cette offre représentait plus d'argent que je n'en avais économisé de toute ma vie. Pendant quelques minutes, j'ai compris pourquoi Margaret pensait que cela pourrait fonctionner. L'argent avait toujours été le langage qu'elle employait lorsque l'amour, la responsabilité ou la vérité devenaient dérangeants. J'ai refusé. Je n'ai réclamé ni frais de scolarité, ni fonds fiduciaires, ni excuses privées. Par l'intermédiaire de Claire, j'ai exigé que chaque document officiel stipule expressément que Sadie n'avait ni créé, ni téléversé, ni autorisé les demandes frauduleuses. J'ai exigé des notifications écrites auprès de son lycée, des organismes de bourse qui avaient reçu les accusations de Margaret, et de chaque organisme ayant examiné son nom au cours de l'enquête. J'ai également exigé qu'aucune photographie, aucun enregistrement, aucune déclaration ni aucune image de Sadie ne soit utilisée dans de quelconques excuses publiques ou tentative de redorer le blason des Whitmore. Margaret voulait tourner une vidéo dans laquelle elle s'excusait aux côtés de sa petite fille. Son avocat affirmait que cela montrerait une réconciliation et apaiserait l'hostilité publique. Sadie a refusé. Je ne vais pas me tenir à côté d'elle pour que les gens lui disent qu'elle a l'air pardonnée, a-t-elle dit. Elle peut s'excuser sans se servir de moi une nouvelle fois. Ce fut la limite la plus nette que ma fille ait jamais posée. Elle n'a pas haussé le ton et ne m'a pas demandé si c'était convenable, elle a simplement tranché. Nicole a fini par accepter de coopérer, elle a fourni les mots de passe, identifié les anciens comptes et avoué avoir créé le badge de Sadie et modifié ses autorisations d'accès. Sa coopération pouvait alléger sa peine, mais n'effaçait pas son rôle. Pour la première fois, elle ne pouvait plus s'abriter derrière les ordres de Margaret tout en se prétendant innocente. Léonard a renoncé à sa licence professionnelle. Des poursuites civiles ont été engagées contre lui pour avoir validé des transactions et dissimulé des informations liées au dossier de Thomas. Il m'a envoyé une lettre disant que le silence lui avait paru être le choix le moins destructeur. Je la lui ai renvoyée par son avocat, sans répondre. En septembre, le tribunal avait validé les principales conclusions de fait. Les calculs d'indemnisation étaient en cours et les dates d'audience pour le prononcer des peines étaient fixées. Margaret continuait de se dépeindre comme celle qui avait fait le nécessaire pour préserver une institution familiale. L'après-midi précédant son audience de condamnation, le cabinet de Claire a reçu une enveloppe personnelle qui m'était adressée. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. Mais j'ai reconnu l'écriture de Margaret avant même que Claire ne la pose sur la table. Sur le recto, ma mère avait tracé 4 mots, à ma vraie fille. Même après tout cela, elle employait encore cette distinction qui avait blessé Sadie, espérant que cela me ferait me sentir suffisamment élu pour revenir vers elle. J'ai ouvert la lettre de Margaret dans le bureau de Claire, après que Sadie fut rentrée chez nous. Je ne l'ai pas emportée à l'hôtel. Ne l'ai pas posée sur la table de la cuisine et n'ai pas demandé à ma fille si elle voulait lire ce que sa grand-mère avait écrit. Margaret s'était déjà servie du nom de Sadie, de ses projets d'études, de son expérience professionnelle et de son besoin d'appartenance comme d'instrument. Elle n'utiliserait pas la curiosité de ma fille comme une porte dérobée pour se réintroduire dans nos vies. La lettre commençait par ces mots, « Je suis désolé que tu aies été blessé. Pas désolé d'avoir créé les modèles de remboursement. Pas désolé d'avoir mis un badge temporaire entre les mains de Sadie ou d'avoir monté un faux mobile financier en son nom. Pas désolé d'avoir choisi une enfant sous prétexte qu'elle portait le nom Parker plutôt que Whitmore. » Margaret écrivait qu'elle avait pris des décisions difficiles pendant des années où le salon
funéraire luttait pour survivre. Elle répétait que 42 employés et des centaines de familles locales comptaient sur elle. Elle affirmait que chaque acte avait été guidé par la volonté de préserver une institution plus grande que n'importe quelle personne. Puis elle m'a appelé ça, vraie fille. Elle a écrit que Nicole avait fait des choix imprudents. Que Léonard n'avait pas compris les finances et que Thomas avait forcé la famille à entrer dans un conflit public qui aurait dû rester privé. Elle reconnaissait que des erreurs avaient été commises, mais sans jamais nommer qui les avait commises. Elle décrivait la boîte 14 comme une tentative désespérée de retarder un effondrement financier, et non comme un plan destiné à faire porter un vol à Sadie. La dernière page me demandait de me tenir à ses côtés après le prononcé de la peine et de l'aider à préserver ce qui restait du nom Whitmore. Margaret demandait toujours le pardon sans renoncer à sa version des faits. Elle voulait que j'accepte le titre de « vraie fille » en échange de l'aider à fuir la réalité de ce qu'elle avait fait à ma véritable enfant. Je n'ai pas rédigé de réponse passionnée. Je n'ai pas réexpliqué pourquoi Sadie méritait d'être protégée, ni dressé la liste de tous les mensonges que Margaret m'avait racontés sur Thomas. Claire a envoyé une notification par l'intermédiaire de nos avocats, interdisant à Margaret de nous contacter directement, Sadie ou moi, d'utiliser nos noms ou nos images dans toute déclaration publique, ou de faire passer des messages par des proches, des employés ou des membres de la communauté. Toute communication nécessaire se ferait exclusivement par le biais de nos conseils. Pour la première fois, le silence n'était pas une punition que Margaret m'infligeait. C'était une frontière que je choisissais d'ériger. Les procédures pénales se sont achevées au cours des mois suivants. Margaret a plaidé coupable de fraude, de falsification de registres financiers et d'utilisation illégale d'informations personnelles d'autrui. Son plaidoyer reconnaissait que les identifiants de Sadie avaient été préparés pour créer une fausse piste d'audit. Bien que Margaret ait continué d'affirmer devant le tribunal qu'elle n'avait jamais prévu que ma fille subisse un préjudice irréversible. Nicole a plaidé coupable de complicité. Sa coopération, les mots de passe fournis et son témoignage ont réduit sa peine, sans l'effacer pour autant. Elle a avoué avoir créé le badge, modifié les autorisations de Sadie, désactivé la caméra et inscrit la mention d'avance pour les études. Le juge a rappelé avec fermeté qu'exécuter les ordres d'un parent n'excusait en rien la fabrication de fausses preuves contre une mineure. Léonard a perdu le salon funéraire, sa licence professionnelle et la majeure partie des biens liés à l'activité. Le tribunal n'a pas assimilé son refus de comprendre à de l'innocence. Il avait signé des autorisations, dissimulé le protocole d'accord proposé à Thomas et profité pendant des années des questions qu'il avait délibérément choisi de ne pas poser. L'exploitant indépendant a finalement racheté la branche opérationnelle des services funéraires Whitmore. Le nom Whitmore a été retiré du fronton du bâtiment. Mais les employés qui avaient accompli un travail honnête se sont vus proposer des postes au sein de la nouvelle entreprise. Le fonds d'indemnisation a commencé à verser les remboursements aux familles lésées par étapes. Cela ne pouvait réparer la confiance brisée, mais cela restituait un argent qui n'avait jamais appartenu à ma famille. Une semaine après la réhabilitation officielle du dossier professionnel de Thomas, je suis allé sur sa tombe. J'avais apporté l'avis rectificatif de l'ordre des comptables et la lettre que j'avais enfin ouverte. Sa pierre tombale était modeste, sans la moindre mention de la carrière ou de la réputation qu'il avait perdue. La neige s'était déposée dans les lettres gravées de son nom. Je ne lui ai pas dit qu'il avait été un père parfait. Je ne le connaissais pas assez pour en faire un modèle. Il s'était montré colérique dans certaines de ses lettres. Et il y avait eu des années où la honte et la défaite l'avaient poussé à battre en retraite. Laver son nom ne transformait pas chacune de ses absences en une faute exclusive de Margaret. Mais j'ai reconnu que j'avais cru les personnes qui lui avaient fait du mal parce que leur version me procurait un sentiment de sécurité. J'avais confondu le parent resté physiquement présent avec le parent qui disait la vérité. J'ai lu à voix haute une phrase tirée de sa dernière lettre.
J'espère que tu ne passeras pas ta vie à prouver que tu mérites l'amour de gens qui tirent profit du fait de t'en faire douter. Le vent soufflait à travers les arbres dénudés. Il n'y a eu aucune réponse. Mais je n'en avais plus besoin pour savoir ce que je devais cesser de porter. Sadie a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin. Son nom a été blanchi dans chaque document officiel lié à l'enquête. Et des rectificatifs écrits ont été adressés aux organismes de bourse qui avaient reçu les accusations de Margaret. Elle a postulé à l'université sans cacher son travail d'été ni faire de cette fraude le centre de son dossier. Elle n'a pas décidé de devenir avocate, auditrice ou enquêtrice en réaction à ce qui s'était passé. Elle a choisi le design environnemental. Une discipline qu'elle aimait bien avant que la boîte 14 n'existe. J'étais soulagé que le crime de ma famille ne dicte pas son avenir. Le jour de la remise des diplômes. Sadie portait sous sa toge ce même pull rouge qu'elle avait emporté pour les photos de Noël. Cette fois, elle l'avait choisi parce qu'elle l'aimait. Et non dans l'espoir que Margaret l'approuve. Le Noël suivant. Nous avons fait un voyage plus modeste dans une petite ville paisible de la côte californienne. Il n'y avait ni suite, ni van privé d'aéroport, ni planning minuté. Claire nous a rejointes pendant 2 jours et quelques amis sont venus dîner. Mais la majeure partie de la semaine n'a appartenu qu'à Sadie et moi. Nous prenions notre petit déjeuner quand nous avions faim. Nous marchions au bord de l'eau et nous modifions nos plans sans que personne ne prenne la flexibilité pour un échec. Personne ne demandait qui avait payé assez cher pour mériter sa place. Personne ne nous classait selon notre nom de famille. Lors de notre dernier matin, Sadie a calé son téléphone contre une rambarde et réglé le retardateur. Nous nous sommes tenus côte à côte tandis que l'horizon s'illuminait doucement derrière nous. La photo était imparfaite. Le vent me rabattait les cheveux sur le visage et Sadie riait avant même la fin du compte à rebours. C'était la première photo de famille que je conservais sans regarder l'espace vide où quelqu'un d'autre aurait dû se trouver. Nous sommes restés au bord de l'eau après le lever du soleil. Sadie a glissé ses mains dans les poches de sa veste et m'a regardé. « Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir annulé ce voyage ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à l'argent que j'avais perdu, à la mère à qui je ne parlais plus, à la sœur qui avait préféré le nom Whitmore à ma fille, et au père dont la vérité m'était parvenue trop tard. Je regrette d'avoir passé tant d'années à croire que je devais acheter notre place à leur table. Ai-je répondu. Je regrette de t'avoir appris, sans le vouloir, qu'être utile était le prix à payer pour avoir sa place. Sadie a regardé vers le soleil, mais tu ne regrettes pas ce matin-là? J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Non. Je ne regretterai jamais de m'être réveillé et de t'avoir emmené avec moi. 1 an plus tôt. Nous avions traversé une allée sombre avant l'aube parce que les personnes à l'intérieur avaient décrété que ma fille était la personne la plus facile à abandonner. Désormais, la lumière s'étendait sur l'eau. Et ni l'une ni l'autre n'attendait de permission pour appeler ce que nous avions une famille. La vraie famille n'a jamais été constituée de ceux qui partageaient le nom de famille de ma mère. Lorsque cela les arrangeait. C'était la jeune fille à mes côtés au lever du jour, et la promesse que j'avais enfin tenue. Plus jamais personne ne la laisserait pour compte.